Alors aujourd'hui, les entreprises, elles peuvent recruter partout dans le monde, organiser leur travail à distance, peut-être même se passer totalement de bureau, ce qui peut avoir de gros avantages financiers, mais ce qui pose quand même quelques questions d'organisation, des questions aussi sur le marché de l'emploi au niveau national. Pour parler de tous ces sujets et puis envisager aussi quelles sont les bonnes pratiques d'un 100% télétravail, j'ai convié autour de la table Marguerite Monrose, directrice des opérations marketing France de Remote. C'est une plateforme qui automatise tout ce qui est gestion des ressources humaines, c'est ça ? Alors c'est une plateforme, Remote est une solution qui sert tout simplement à embaucher des collaborateurs en télétravail à l'étranger. Alors, ça se présente sous la forme d'une plateforme logicielle qui est un guichet unique pour un ensemble de services qui vont effectivement couvrir toute la partie RH. Donc ça va de la démarche la déclaration d'embauche, à la génération du contrat de travail, à la gestion de la paie, des avantages sociaux, à la fiscalité et aux prestations sociales. D'accord. Et avec vous, pour discuter de ce sujet, Alain Garnier, président fondateur de Jamspot. Là, on parle d'une plateforme de travail collaboratif ? Oui, tout à fait. Une classique, j'ai envie de dire, au départ, et qui justement s'est adaptée au travail remote. C'est-à-dire, on échangeait des documents, on pouvait faire des visios, et puis on a été jusqu'à faire des bureaux virtuels pour répondre à cette question justement du remote. Quand tout le monde est nulle part finalement, ou partout, il faut bien avoir un espace commun, donc autant qu'il soit dans le digital, vu qu'on a pu justement ces bureaux pour nous réunir. Donc c'est ça qu'on a fait à Jamspot, à travers une expérience personnelle. C'est-à-dire qu'on a commencé à le faire pour nous, et ensuite on en a fait un produit. Et restez également avec nous, Bastien Bob, qui nous a parlé de l'enjeu de sécuriser nos smartphones. C'était tout à l'heure dans l'interview. Bastien Bob, directeur technique Europe continentale chez Lookout. Ce recrutement possible aujourd'hui, totalement sans frontières, vous nous dites, c'est incroyable cette opportunité, c'est vraiment une excellente nouvelle. Ou alors, attention, catastrophe annoncée pour le marché de l'emploi au niveau national. Je vous dirais que chez Remote, notre fondateur et CEO, il a commencé lui-même lorsqu'il était dans une grande boîte tech et qui cherchait à recruter des devs qu'il n'arrivait pas à trouver au niveau national. Oui. Donc c'était vraiment une question de où est-ce que je peux trouver des talents, et il a commencé à regarder à l'étranger. Il s'est dit mais c'est hyper compliqué. Donc comme l'expliquait Alain, voilà, il s'est dit tiens, je vais essayer de faire ça moi-même. Et donc, il a créé un produit qu'on utilise aujourd'hui chez Remote à l'interne et qu'on a ensuite vendu à nos clients. Donc, opportunité. Ouais. Il y a quand même des conséquences quand on se retrouve finalement candidat pour un poste, mais face au monde entier. C'est une compétition très, très rude. Alors, il y a deux dimensions. Il y a la dimension donc, mondiale, il y a la dimension européenne. Il faut voir que l'Europe, elle est finalement très compliquée quand on veut recruter en Europe. Ouais. Aller en Espagne, c'est compliqué parce qu'en fait, mais il y a même des lois du travail différenciées selon les régions. Et on ne connaît pas ça, en fait, quand on est justement français par rapport à ça. Donc, je pense que c'est une opportunité pour l'Europe et même aussi pour le territoire national. Si je prends notre histoire, par exemple, nous, quand on sait bien que dans les métropoles, sur la tech, il y a beaucoup de tensions aujourd'hui sur le recrutement. Bon. Ouais. En fait, on a commencé, quand justement on a accepté le fait d'être en remote, parce qu'il faut aussi... Ça, c'est le premier pas à franchir. Voilà. Mais quand on a franchi ce pas-là, on a recruté des gens, mais à Toulouse, à Montauban, à Annecy, à Nantes. Et du coup, par contre, pour le territoire national, ça, c'est une belle opportunité. Parce qu'on sait bien aussi qu'il y a des déserts aujourd'hui qui sont en train de se créer, et puis des métropoles... Où ça peut désengorger un peu ces métropoles aussi. Complètement, Ouais. de rééquilibrer. Et puis de fournir aussi un cadre de travail plus agréable. Il faut voir que nous, les gens qui sont en région, comme on dit, ils sont effectivement aussi pour des choix personnels de qualité de vie qui est quand même très agréable. Bon, vous êtes sur un train très positif. Je vais quand même vous poser la question des pièges. Quels sont les principaux pièges que vous rencontrez avec vos clients au quotidien quand une organisation se décide à passer au 100% télétravail ? La plupart des organisations ont l'habitude de fonctionner en présentiel. Donc, elles se disent, tiens, on va basculer en télétravail et on va appliquer les mêmes méthodes de management que le présentiel. Donc, on l'a vu pendant le confinement. Donc, on organise des réunions sans fin. Donc, voilà, les réunions sans fin. Comment je fais pour regarder ce que font mes collaborateurs ? Est-ce que j'installe un petit logiciel pour vérifier ce qu'ils font ? Alors ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ça, c'est effectivement le gros piège. Il y a des manières de fonctionner en remote qui vont commencer par le management par la confiance, par exemple. Donc, il va falloir accepter de changer sa façon de manager et puis mettre en place un certain nombre d'outils. Voilà, tout simplement.
Les pièges que vous voyez aussi de votre côté? Les pièges qu'on voit, c'est qu'effectivement, les gens vont se retrouver seuls aussi, loin finalement d'une organisation, et justement, il n'y aura pas ce cadrage social. Le fait d'arriver le matin, il n'est pas encore arrivé, pourquoi il ne s'est pas levé, entre guillemets. Bon. Ouais. Et donc, un des moyens de mettre ça, c'est de mettre en place des rituels en face de ça, justement. Oui, mais alors est-ce que c'est pas encore plus de réunions que ce qu'on avait avant en présentiel? Justement, c'est la différence entre une réunion et un rituel. Par Ouais. exemple, nous, on fait un hello le matin et un bye-bye le soir. C'est que ça permet justement d'ouvrir la journée, vient qui veut, donc il n'y a pas d'obligation. C'est ça aussi une différence avec une réunion, on est obligé d'y aller, même quand on a autre chose à faire. Ouais. Et par exemple, ça lance la journée, ça permet justement de socialiser, de parler un peu de tout et de rien. Et le soir, le bye-bye, chez nous, d'ailleurs qui est animé par un jazz potien, c'est une façon aussi de clore la journée. C'est-à-dire de dire, voilà, et nous, on finit le soir le rituel en disant, vous pouvez reprendre une activité normale, qui est notre petite blague. Ça me rappelle quelque chose à la télé, ça. Ouais. Exactement, ça vient de là. Mais du coup, ça cadre aussi la journée, parce qu'en fait, les deux dangers en fait, du remote, si on le prend d'un point de vue, c'est entre finalement, le collaborateur qui est satellisé, qu'on oublie, et celui qui va du coup décrocher, ou au contraire, celui qui va bosser sans jamais s'arrêter. Ouais. C'est les deux risques en fait qu'on a d'un point de vue au-delà du lien. Mais ça pose la question de comment exister quand on est en télétravail. On ne peut pas justement se dire, tiens, je vais aller choper machin à la machine à café, je vais montrer que j'ai un gros dossier sous le bras, que je suis vraiment en train de travailler. Comment on fait pour exister à distance? Exactement. Alors, c'est là où justement, typiquement, nous, avec nos bureaux virtuels, notre fameux Gen Spotland, il sert aussi à ça. C'est-à-dire que comme les gens sont effectivement, ils existent au sens de leur petit avatar dans les bureaux, le fait d'aller voir les gens comme ça de manière inopinée, ça devient possible. Et on n'est pas obligé de fixer rendez-vous pour dire comment ça va, avec une visio. Le fait de sentir que les gens travaillent, c'est marrant, parce que quand on est effectivement, par exemple, dans Gen Spotland, les bureaux virtuels, on voit les gens qui bossent, ça se voit. Ça, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on les voit ici, ils sont là, ils vont voir d'autres gens, machin. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir la tonne de dossiers. Mais dites-moi, les chefs, par exemple, ils sont aussi sur ces espaces de travail collaboratifs? On peut y accéder si facilement? Vous nous dites que ça aplanit totalement la hiérarchie? Il faut absolument que les chefs, y soient, parce qu'effectivement, s'ils ne sont pas, ça crée effectivement une espèce de double système, comme on aurait pu imaginer dans le temps où il y avait les usines d'un côté et les bureaux de l'autre. Non, justement, il faut que vraiment tout le monde soit dans le même espace. Mais par contre, comme tu disais tout à fait justement, c'est qu'il faut effectivement, à un moment donné, changer son mode de management. Ce n'est pas le même mode de management qu'avant. Et je sais qu'il y a des gens qui ont du mal, mais j'ai envie de dire, ça fait partie aussi de l'évolution du monde de changer. Ça s'apprend, quoi. Ça s'apprend, voilà. Sur la partie recrutement, qu'est-ce qu'on doit apprendre quand on doit recruter du personnel qui vient d'un peu partout? Déjà, il faut comprendre qu'il va y avoir une barrière linguistique et un décalage horaire. Et donc, ça fait partie aussi de ces méthodes de management. Il va falloir se dire, est-ce qu'on doit adopter une nouvelle langue de travail au sein de l'entreprise? Alors, par exemple, nous, on travaille avec beaucoup de boîtes tech, donc l'anglais devient un peu la langue de fonctionnement de travail de l'entreprise à partir du moment où on souhaite recruter à l'étranger. Ça veut dire qu'il faut aussi proposer des formations pour mettre tout le monde à niveau. Tout le monde ne va pas forcément être très à l'aise à travailler d'un seul coup du jour au lendemain complètement en anglais. Tout à fait. Ouais. On fait ça de façon graduelle. De toute façon, dans les entreprises qui travaillent en remote, il y a aussi quand même une typologie de personnes qui vont travailler dans ce type d'entreprise, qui en général sont assez à l'aise en anglais et qui vont effectivement avoir plaisir à communiquer avec d'autres personnes. Alors, pas forcément dans un anglais parfait, mais on peut se débrouiller quand même avec ce qu'on a déjà appris à l'école. Et puis, bien sûr, il faut commencer à travailler aussi en mode asynchrone. C'est-à-dire, j'envoie un message, je n'attends pas une réponse immédiate. Parce que j'ai un collègue qui va se trouver peut-être en Australie et puis un autre aux États-Unis. Donc ça, c'est important aussi. C'est vraiment un changement de mentalité. Et ce télétravail, on l'a expérimenté de force au quotidien pendant la période de confinement. Quand on en est sorti, j'ai plutôt moi vu une génération qui avait envie de retourner dans les bureaux. Et puis ensuite, on a parlé de cette grande démission. On en est où là par rapport à l'attractivité du travail? Est-ce que le télétravail, c'est un moteur, c'est quelque chose de motivant? Au contraire, ça risque de distendre ce fil? Les études, en tout cas en France, montrent que l'attente des salariés en général, c'est au moins 2 à 3 jours de télétravail. Ouais. Par contre, pas forcément un modèle 100%. D'ailleurs, nous, par exemple, on est dans un modèle qui est plutôt remote free, c'est-à-dire les gens viennent au bureau s'ils veulent, ils peuvent rester chez eux s'ils veulent. Il n'y a même pas de quotité.
Donc nous, c'est vraiment un modèle de liberté absolue. Mais par contre, il y a encore des bureaux, parce qu'il y a effectivement cet attachement à un espace. Ça, c'est ce que les gens attendent. Les managers, eux, ont bougé énormément. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une première phase où ça a été le retour au bureau, sous les prétextes de on a perdu de la productivité, on n'arrive plus à se comprendre, etc. Alors moi, que je mets plutôt sur le modèle j'ai pas envie de changer mon mode de management. Voilà, c'est mon analyse. Et puis après, là, un temps 2, il se trouve qu'il y a des problèmes de recrutement de plus en plus importants. Si on prend dans notre secteur, dans la tech, et là, les fameux managers qu'on dit tout le monde revient, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ça fait partie aujourd'hui des critères de choix aujourd'hui. Nous, par exemple, on a des gens qui viennent chez nous pour ça, pour cette liberté totale et pouvoir justement rester à Montauban ou à Annecy. Donc, il y a vraiment quelque chose aussi qui est en train de se jouer. Donc, c'est un rapport de force qui se met en place, voilà, qui est plutôt revenu, je veux dire, quelque chose d'intermédiaire. Mais on ne voit pas de boîtes aujourd'hui qui vont dire fini le télétravail, c'est le diable, voilà, ça c'est fini. C'est plus acceptable en tout cas. Il y a des gens qui le pensent peut-être. Mais cette grande démission, est-ce que c'est pas le signe aussi qu'on a un petit peu trop éloigné finalement le travailleur de son travail? Et la grande démission telle qu'on l'a vue aux États-Unis, ouais. elle n'est pas reflétée pareillement en France. C'est-à-dire qu'en France, les gens, effectivement, démissionnent. C'est-à-dire qu'il y a plus ce côté je vais rester en CDI pendant 15 ans dans la même boîte. Les gens ont compris qu'ils pouvaient démissionner pour passer dans une autre boîte, en fait, tout simplement. Donc, il y a des démissions. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Oui, mais avant, on avait peur. C'était pas français. Hein. J'ai mon CDI, je bouge pas. Et c'est pour ça qu'on a vu aussi des situations quelquefois vraiment d'abus, de la toxicité de la part des managers, où les gens se disaient non, c'est bon, j'ai mon CDI, je garde mon CDI, je ne bouge pas. Alors qu'aujourd'hui, la nouvelle génération a compris qu'elle pouvait partir, changer d'employeur, et puis si ça ne marche pas chez cet employeur-là, je peux changer à nouveau. Donc c'est plutôt ce côté-là. On est beaucoup plus fluide. Voilà. Donc c'est plus difficile aussi de garder finalement ces équipes. Parce qu'il y a toute la question de trouver les bons talents. Alors c'est super, on peut les trouver partout dans le monde maintenant, mais comment on les garde? Justement, il faut faire effectivement un peu plus d'efforts. Et comment on crée ce lien entre une entreprise et ses collaborateurs quand on est à distance? Alors, moi je pense qu'il y a ce à quoi sert l'entreprise. Donc c'est le sens même qu'elle apporte aux gens. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ça, Et ensuite, il y a le moyen. Comment est-ce qu'on est en relation? Et c'est là où nous, par exemple, notre proposition de bureau virtuel, c'est une solution aujourd'hui technologique possible pour transformer ce problème de distance. Mais si on parle d'outils vraiment, quels sont les outils qu'on a à disposition, ces outils technologiques, numériques que vous proposez, qui permettent de renforcer ce lien? C'est quoi? C'est du chat? C'est partage de travail? Par quoi ça passe? Je dirais chez Remote, par exemple, nous, on utilise beaucoup d'outils qui viennent de la communauté dev. Donc, par exemple, on documente tout sur Notion. Donc, tout doit être documenté, tout doit être écrit et accessible par tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment notre base de connaissances. Et ensuite, ça crée une transparence, on va dire, et tout le monde est au même niveau de connaissances. Absolument, tout le monde, du CEO au dev, en passant par le marketing, par les commerciaux. Et on communique tous sur Slack. Donc c'est une messagerie qui peut être utilisée dans d'autres entreprises, peut-être de façon privée. Chez nous, tout est transparent. Donc la communication se fait dans des canaux Slack publics. Voilà, et il y a des canaux pour travailler, mais on a aussi des canaux pour les amateurs de café, les amateurs de course à pied. Tous les échanges se font de façon délibérée sur la messagerie. Donc on crée des mini-réseaux sociaux, en fait, c'est ça, hein, au sein de l'entreprise. Nous, Genspot, c'est ça, on fait du réseau social d'entreprise. Mais ce n'est pas du réseau social forcé? Non, parce que c'est justement, il est tourné par le business, c'est-à-dire que c'est le métier qui décide de le faire. On ne publie pas parce qu'on a fait une petite photo sympa, parce qu'on était dans un endroit sympa le week-end. On publie et justement on documente parce qu'on a un projet sur lequel on est et on le rend effectivement visible vis-à-vis des autres. Et c'est là où on retrouve la question ensuite des fameux réunions. Donc nous, on a par exemple un outil d'animation de réunion aussi, qui permet justement d'éviter les réunions qui n'en finissent pas. Et qui, alors comment il marche cet outil d'animation de réunion? En fait, le principe, c'est qu'on va mettre tout le monde au même endroit, sur le même écran. D'accord, hein. Donc ça sort de Genspotland. Hein. On est toujours dans nos bureaux virtuels. On va dans l'animation de réunion, dans la salle qui fait une réunion. Et puis ensuite, on a un petit timing avec un timer qui va suivre. Et surtout, on a des outils d'interaction. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir un agenda et au fur et à mesure, il y a quelqu'un, hop, il va cliquer et automatiquement, on va dire ça y est, on passe à la partie suivante. On pose des questions, les gens répondent en temps réel. Et pour parler de lien, il y a par exemple aussi des choses où quand on appuie sur cœur ou quand on appuie sur plus ou applaudissement, il y a des sons qui sortent et par exemple la salle peut applaudir.
Ça a l'air bête, ça, mais du coup, ça recrée les conditions d'une vraie réunion. Une ambiance, Et d'une ambiance. Ouais. Y compris d'ailleurs avec des fois le petit silence, le petit silence gênant, parce que ça fait partie aussi des choses, des fois, de dire là, je sais pas ce que tu dis. Et donc, on recrée de l'émotion au sein, et c'est comme ça qu'on arrive justement à régler ces problèmes de distanciel. Et c'est vrai que nous, on est en train de travailler avec un sociologue sur ces questions-là. Et ce qu'on voit, c'est que ces outils-là, justement, de bureaux virtuels et d'outils digitaux de nouvelle génération, recrée du lien, on est immergé avec les autres et on sent le travail collectif à nouveau. Alors que, effectivement, le danger du remote, c'est d'être séparé par un écran des autres et donc d'être seul. Parce que, est-ce que c'est générationnel ou pas? Pour l'emploi, de manière générale, on se dit, finalement, pour la génération Z, c'est facile. Tous ces outils, ils les maîtrisent déjà. Ils sont sans doute un peu sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il des plus seniors dans l'entreprise? La moyenne d'âge chez Remote, c'est 34 ans, 34-35 ans. Ouais. Donc, on a une représentation des 4 générations, donc de la Z aux boomers. Et je pense que tout le monde a adopté en fait ces différents outils. Et puis surtout, le remote. Et ce recrutement possible à distance, ce travail 100% à distance, est-ce que c'est plutôt un facteur favorisant pour l'emploi des seniors ou pas? Je pense que c'est favorisant dans la mesure où c'est connu, ça a été, il y a des études qui montrent que le travail en remote, ça permet vraiment la diversité, d'augmenter la diversité dans les entreprises. Et c'est hyper positif. Un senior n'a pas forcément envie de passer énormément de temps dans les trajets, que ce soit dans le métro, que ce soit en voiture. On a peut-être envie de passer du temps avec ses enfants ou avec ses petits-enfants. Donc ça permet vraiment de libérer du temps. Ça peut être un retour au travail, même facilité d'ailleurs. Oui, alors moi je pense qu'entre les générations, on va dire boomers et les générations Y, il y a vraiment deux choses très très différentes. Chez les boomers, c'est l'acceptation qu'on est passé dans le monde digital. Et ceux qui ne l'acceptent pas, qui sont encore en management à la papa, eux, ça va être difficile. Ouais. À l'inverse, ils savent travailler. Ils savent ce que c'est le travail. Ils savent ce que c'est que faire un projet ensemble. Ils savent ce que c'est produire ensemble. Si on prend les très jeunes, c'est l'inverse. Problème digital, aucun problème. Justement, ils sont sur leur système. Mais par contre, faut-il encore qu'ils apprennent à travailler? Parce que, travailler, ça veut dire des choses par rapport au fait d'être étudiant. On ne fait pas ça pour avoir des bonnes notes. Ouais. Servir un client, c'est pas avoir des bonnes notes. Donc, c'est pas la même chose. De la même façon que c'est pas répondre à papa, maman et donc être obéissant. Donc, je dirais que pour les deux générations, il y a des challenges différents. Ils ne sont pas les mêmes. Mais par contre, par rapport à la situation antérieure, moi je pense que c'est effectivement, je suis d'accord, c'est une chance plutôt pour les seniors. Nous, par exemple, on recrute des gens un peu plus âgés, et c'est pas pour rien, parce qu'ils savent travailler, et on sait qu'ils peuvent être autonomes chez eux, stabilisés aussi dans leur vie personnelle aussi, il faut voir ça aussi. Donc, on a vu qu'il y avait des outils, en tout cas aujourd'hui, dont on pouvait s'emparer pour trouver les bonnes pratiques et des nouvelles méthodes de travail, parce qu'il faut quand même réinventer ce travail quand on est encore plus 100% à distance. Vous voyez, vous, les cybermenaces exploser quand on parle de ce sujet? Alors oui, tout ce qui cible justement les travailleurs à distance, c'est un vrai sujet, et il y en a de plus en plus. En fait, ça cible surtout très souvent les clients VPN. C'est en fait quand on est un travailleur à distance et qu'on veut accéder au réseau de l'entreprise, on a un client VPN qui nous permet en gros de faire un réseau virtuel entre chez moi, mon ordinateur chez moi, ou mon ordinateur de travail et le réseau de l'entreprise. Ouais. En fait, ces tuyaux, ces tunnels sécurisés sont assez souvent sollicités par les hackers, parce que justement, l'accès au système d'information est facilité, et vous avez accès au réseau comme si vous branchiez un PC sur une prise réseau, globalement, c'est un peu ça, ou sur une borne Wi-Fi. Et donc, en fait, ces tunnels sont à proscrire aujourd'hui, parce que justement, ça permet ce qu'on appelle des mouvements horizontaux et verticaux au sein des systèmes d'information. Et en fait, quand on a accès à un système d'authentification de l'utilisateur, voire à son double facteur, parce qu'on a infiltré aussi son mobile, globalement, on a accès au système d'information d'entreprise et à tout le système d'information d'entreprise. Donc ça crée des nouvelles failles liées à ces nouveaux usages, et évidemment, les hackers ont bien compris que c'était un sujet assez intéressant à investiguer. J'imagine que vous écoutez ça avec attention aussi. Merci beaucoup à tous les deux, Marguerite Monrose de Remote, Alain Garnier de Jamespot, Bastien Bob de Lookout. Reste avec nous pour la suite du sujet. On va parler de la sécurité des postes de travail de développeurs.